Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Owen Simonin, plus connu sous le nom de Hasher en ligne. Il a créé l'entreprise Just Mining il y a un peu plus de 3 ans maintenant. C'est une société qui accompagne ceux qui souhaitent investir dans la blockchain et la crypto-monnaie. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse parler un petit peu plus de tous ces sujets, à la fois de blockchain, de crypto. On en parle de plus en plus, mais finalement, est-ce que tu sais réellement ce qu'il y a derrière ? C'est réellement la question aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse parler de tous ces sujets-là. Donc avant tout, Owen, un grand merci pour ta présence aujourd'hui. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Owen Simonin. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat, la création de projets. J'étais dans les jeux vidéo, j'avais créé des serveurs. J'étais, quoi qu'il arrive, dans le business jusqu'à ce que je termine mon bac S et que je parte à l'EDHEC Business School à Lille, où je me suis intéressé, où je suis vraiment tombé dans la crypto-monnaie. On est aux alentours de 2015, juste un peu avant d'arriver à Lille. Je suis vraiment tombé dans cette problématique-là, dans les solutions que ça apportait. J'ai creusé. À l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose et j'ai compris que le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça pouvait apporter des solutions, pas uniquement que sur le paiement. C'est aussi un outil, c'est aussi une technologie. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Je m'y suis intéressé. J'ai commencé à en parler sur YouTube parce que j'étais seul à parler de ce sujet. J'avais envie qu'il y ait du monde. J'avais envie d'intéresser des gens. Et surtout, j'avais envie de ne pas me sentir seul dans ce dialogue. Et petit à petit, ma communauté a grossi jusqu'à ce qu'en 2017, les crypto-monnaies explosent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une grosse communauté d'investisseurs qui plus est, parce que la moyenne d'âge des gens qui me suivent, c'est une quarantaine d'années. C'est pas trop la chaîne YouTube qu'on peut imaginer me voir gérer quand on me rencontre en réalité. Et du coup, j'ai commencé à entreprendre dans plusieurs domaines, notamment la crypto-monnaie avec ma première société qui est une idée d'un abonné et qui s'appelle Just Mining. Ok, et alors concrètement, qu'est-ce que tu fais chez Just Mining ? Alors, je suis le CEO de la structure, donc globalement tout, par définition. Ok. Donc, ça peut être de la petite tâche basique à la grosse décision ou à la gestion de crise. Mais pour le coup, au début, je vais être totalement franc, on a appris le métier. On a appris ce que c'est de créer une entreprise. J'avais déjà géré des projets, mais créer une entreprise, c'était tout autre chose. Et bon, au début, j'étais seul. Maintenant, on est une vingtaine dans la boîte, un petit peu moins de 20. On a un directeur marketing, on a un directeur commercial, on a un directeur de production. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, j'ai une tâche beaucoup plus ciblée qu'avant. Mais en réalité, j'ai appris un peu tous les cœurs de métier, de la première machine que j'ai dû monter moi, qu'on a envoyé à un client, au premier serveur informatique qu'on a dû configurer. Et dès qu'on sait le faire une fois et qu'on a compris quel est l'intérêt économique derrière, mon job à moi, c'est de déléguer ça à l'équipe technique qui va devoir sécuriser ça, l'améliorer. Mais par définition, mon métier, c'est de m'entourer de personnes plus compétentes qui vont pouvoir m'apprendre comment il faut faire dans chacun des domaines importants et qui sont clés à mon business. Et en gros, par définition, de monter l'équipe avec qui j'ai envie d'être et des personnes qui sont toutes individuellement plus balèzes dans le domaine où elles vont exercer chez nous, en fait. Ok. Et qu'est-ce qu'elle propose exactement, cette entreprise ? Alors, il y a 3 façons d'investir dans les crypto-monnaies. La première, c'est d'acheter une entreprise qui travaille dans le domaine. Voilà, bon, on n'a pas tous cette chance, mais ça, c'est de l'investissement en général. Acheter un magasin, tac, on va bosser dans la grande distribution. Après, le deuxième point, c'est acheter de la crypto-monnaie. On en achète, d'accord ? Et après, on espère que ça prend de la valeur. Ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ether, d'autres cryptos. Ça, c'est plus un boulot de trader ou un boulot de holder, comme ils disent, les personnes qui achètent et qui conservent. Mais bon, là, c'est de la spéculation pure et dure. Il y a une troisième phase, un troisième volet, le volet technologique. La crypto-monnaie, c'est décentralisé. Il n'y a pas de banques qui vont tenir le système économique. Il n'y a pas une personne qui va tout gérer. Et donc, forcément, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour mettre à jour la blockchain. Si aujourd'hui, je t'envoie un Bitcoin, ok, il n'y a pas de banque, mais qui est-ce qui va enlever le Bitcoin de mon compte, le créditer sur le tien, sécuriser la transaction ? Eh bien, ça, c'est ce que l'on appelle des mineurs de crypto-monnaie. Alors, on dit mineurs, mais en fait, ce sont des ordinateurs qui travaillent toute la journée. Il y a certaines blockchains, c'est des mineurs. Il y a d'autres blockchains, ce sont des serveurs informatiques. Il y a d'autres blockchains, elles rémunèrent les gens qui sécurisent la blockchain et qui vont bloquer de la crypto-monnaie. Bref, il y a plein de solutions technologiques qui vont permettre à la blockchain de se mettre à jour et de faire circuler les jetons. Eh bien, moi, je commercialise et j'accompagne, parce que mon job, c'est surtout d'expliquer aux gens ce qu'ils font. Avant tout, les clients qui m'appellent ne savent pas dans quoi ils rentrent à la base. De leur expliquer, quelles sont les différentes solutions qui existent et comment ça marche. 2, pourquoi un tel, je vais lui proposer un ordinateur qui va sécuriser des transactions plutôt qu'un serveur informatique. Et 3, de lui expliquer à quel point ça peut être rentable. Si tu laisses tourner un ordinateur toute la journée qui consomme 2 € par jour d'électricité, mais qui te rapporte 6 € par jour de Bitcoin,
eh bien, c'est un investissement et c'est là-dedans qu'on accompagne les gens. Alors, il y a le mining, mais il y a tant d'autres volets, mais c'est pour ça qu'on s'appelle Just Mining. C'est très compliqué et pourtant, avec nous, on reçoit la machine, on branche Internet, électricité et on appuie sur Start. On a essayé de rendre ça accessible à tous malgré la complexité du domaine. Ok. Et alors sur cette partie mining, qu'est-ce que alors c'est vrai que c'est aussi important à préciser, en l'occurrence pour toutes les personnes qui nous écoutent, on n'a aucun rôle de conseil financier ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, faites-vous chacun votre avis. Voilà, c'est assez important sur ces domaines-là de le préciser. Sur cette partie mining, est-ce qu'il y a des tokens ou autres qui sont préférables à miner en ce moment? Est-ce qu'il y a certains jetons que tu pourrais recommander entre guillemets? Alors, moi, je ne fais jamais aucune recommandation. Jamais. Et puis, j'en fais des milliers jusqu'au jour où il y en a une, j'ai faite, la crypto-monnaie a perdu de la valeur et là, tout le monde me montre du doigt. Donc, c'est pas rentable d'un point de vue humain de donner ce genre de choses parce que les gens viennent chercher la responsabilité dès qu'il y a un problème. Globalement, moi, je parle Bitcoin et long terme. Et globalement, la meilleure monnaie à miner, ça reste les plus grosses, donc le Bitcoin, l'Ether. Mais globalement, ça dépend toujours de la période. C'est-à-dire que c'est possible que ce que je viens de dire là soit une très grosse bêtise dans 5 mois pour celui qui écoute le podcast. Et au contraire, autant dans 2 mois, le Bitcoin va toucher certains records et ça va être de nouveau intéressant. Le seul truc qu'il faut vraiment savoir, c'est que ça dépend de vous. Est-ce que vous avez un bon plan électrique? Si vous êtes ancien employé d'EDF, je peux vous dire qu'en contactant Just Mining, on va vous faire des offres qui vont être très intéressantes pour vous et vous allez très sûrement être rentable. Après, si vous payez 16 ou 17 centimes le kilowattheure comme nos collègues de Belgique, à aucun moment, miner une crypto-monnaie, quelle que soit la crypto-monnaie, ne sera rentable. Oui, si le Bitcoin fait x10 dans la nuit, il y aura peut-être 3-4 semaines de rentabilité pour vous. Mais globalement, c'est plus une question de quel avantage avez-vous? Est-ce que vous avez un ordinateur qui dort? Est-ce que vous avez un ordinateur de gamer qui, lui, peut miner de la crypto-monnaie? Est-ce que vous payez l'électricité pas cher? Etc., etc. Mais en tout cas, avec un ordinateur traditionnel qu'on a aujourd'hui qui n'a pas été fait pour, et sans avoir un bon plan électrique, le minage n'est pas rentable. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que le minage pour sécuriser les blockchains et avoir des intérêts. Il y a les masternodes, il y a le stacking, c'est tout un monde en fait. Et il y a toujours des solutions qui peuvent correspondre à chacun en fonction, un, des avantages qu'il a, donc de son environnement, et deux, des risques qu'il est prêt à prendre. Car il y a toujours des risques à investir dans la crypto-monnaie. L'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Toujours pas. Si on peut gagner beaucoup très vite, c'est parce qu'on peut perdre beaucoup très vite. Ça fait partie du jeu, il faut le comprendre. Ouais, important à préciser, effectivement. Concernant la partie mining, alors maintenant, il y a des gros acteurs qui sont présents sur le marché, qui ont des moyens énormes à leur disposition. Ce qu'on entend quand même de plus en plus, c'est que ça devient de moins en moins rentable pour des particuliers de miner du Bitcoin. Est-ce que c'est aussi ton point de vue? Alors, oui et non. J'adore ce genre de réponse. Oui, dans le sens où c'est de plus en plus un métier. Il y a de plus en plus de personnes qui se professionnalisent et c'est vrai que quand on entend ça, c'est avec un ordinateur traditionnel à la maison, c'est plus rentable. Là, c'est vrai. D'accord? Par contre, il y a des machines de minage qui sont accessibles à partir de 600 ou 700 euros. Et donc, un particulier qui achète une machine qui a été exprès conçue pour le minage chez lui, il peut être rentable. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre un pro et un particulier, c'est que généralement, le pro, il a mieux négocié son électricité. Ça ne veut pas dire que le particulier n'a pas une bonne offre, qu'il ne vit pas dans un moulin ou qu'il n'a pas un bon deal EDF ou encore des panneaux solaires chez lui s'il en a suffisamment. Et encore une fois, il y a la meilleure machine du moment. Ben, l'entrepreneur professionnel, lui, va négocier un meilleur prix parce qu'il va en négocier en grande quantité. Mais il ne va rien faire de plus qu'acheter beaucoup de machines alors que proportionnellement, le particulier va en acheter une ou deux. Donc globalement, ça reste proportionnel. Le pro, il va juste un peu mieux optimiser parce qu'il met plus d'argent, plus de volume. Un particulier qui achète une machine exprès ou qui se renseigne suffisamment, il peut miner de la crypto-monnaie. Évidemment, comme on l'entend et sous le sens du « je prends mon laptop, je vais démarrer un logiciel pour miner de la crypto », oui, c'est vrai qu'avec le matériel qu'on a chez soi, c'est plus vraiment viable. Mais il y a des solutions, même pour des particuliers. D'ailleurs, sur le segment machine, il me semble que les particuliers, ça représente plus de 60% de nos demandes. Même si c'est vrai qu'on n'est pas très… on équipe peu de grosses entreprises aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup de particuliers qui recommandent et qui sont satisfaits de ce genre de solution. Donc, il faut quand même prendre le temps de regarder en fonction de qui on est et qu'est-ce qu'on a. Est-ce que c'est rentable pour moi? Il faut se poser la question. Ouais. Une des caractéristiques, un des fondements de cette crypto-monnaie, c'est le fait que ce soit décentralisé. Tout à fait. Voilà. Alors pour le Bitcoin, hein, c'est pas le cas pour le de Bitcoin, tout. effectivement. De plus en plus, on voit maintenant des États qui commencent à réfléchir à tous ces sujets-là, des banques centrales ou autres. Quel est ton point de vue là-dessus?
Bah, mon point de vue, c'est que si elles font une monnaie, ce ne sera pas transparent et décentralisé comme le Bitcoin. On n'aura sûrement pas les grosses valeurs du Bitcoin. Ce qu'il faut bien comprendre et pourquoi cette monnaie a changé le tout, c'est qu'en 2008, il y a eu une crise financière et il y a un bonhomme qui s'est dit qu'est-ce qui se passe si ma banque ne me répond plus ou si ma banque elle fait faillite et que le gouvernement ne me rembourse pas. En 2008, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements ont remboursé, enfin, ont couvert une partie des pertes des banques pour les empêcher de faire faillite avec l'argent du contribuable. Alors qu'on prenne votre argent d'une façon ou d'une autre, globalement, ça touche à tout ça. Il y a quelqu'un qui s'est dit quelle est ma solution? Eh bien, on doit trouver un moyen d'échanger sans banque, sans intermédiaire, sans avoir à devoir faire confiance en quelqu'un. Et donc, il a fait un algorithme, c'est un petit peu simple pour le résumer, mais il a fait un système autonome, transparent, qui porte certaines valeurs. Les plus connues, la décentralisation. Une personne ne peut pas contrôler le Bitcoin. Son créateur, il a lancé une boule de neige en haut d'une montagne. Il n'a pas la main mise sur le réseau. Ensuite, dès qu'on veut développer Bitcoin, ce sont les mineurs qui votent pour ou contre un changement. Et donc, toutes les personnes qui le sécurisent. C'est un vote, c'est un référendum à chaque fois, en fait. Ensuite, c'est transparent. Même si une personne arrive à trouver un bug dans le Bitcoin et à se créer des nouveaux Bitcoins qui apparaissent, eh bien, cette personne, elle va certes abuser du réseau, mais tout le monde va le voir. Et d'une minute à l'autre, si on voit que quelqu'un abuse du réseau, plus personne n'a confiance en Bitcoin et Bitcoin s'effondre. C'est ça qu'il faut avoir. Et c'est ces valeurs-là qui l'ont construite. Aujourd'hui, les banques veulent utiliser, les banques, les États se demandent si c'est pas intéressant de créer une crypto-euro, par exemple, pour tout plein d'aspects du Bitcoin. La rapidité, la sécurité, le fait qu'on peut beaucoup mieux contrôler ce qui se passe. Mais en attendant, ils veulent probablement pas faire une monnaie transparente qui permette aux citoyens de savoir ce que le gouvernement fait de l'argent. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut être intéressant, mais ça dépend de comment ça va être fait. Si c'est transparent, intelligent, bienveillant, ça peut aider énormément et ça peut vraiment nous faire avancer d'un point de vue social et économique. D'un autre côté, ça peut être le moyen ultime pour notre gouvernement de nous fliquer, de savoir exactement où est-ce que j'ai mis mes économies, où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je dépense. C'est comme tout. C'est comme dire un site internet, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ben, ça dépend de ce que vous mettez sur votre site, en fait. Et ça dépend de qui le contrôle et avec quelle valeur. Donc c'est comme tout, il n'y a pas de réponse universelle à la question malheureusement. On va devoir voir, il va falloir que les gens comprennent assez vite ce qui est en train de se passer et surtout écoutent les retours de la communauté crypto et blockchain si le gouvernement commence à créer sa crypto-euro. Parce que la communauté crypto et blockchain, elle, va très très vite comprendre ce qui est en train de se mettre derrière ces fameuses idées en fait. Mais on en est loin. On est beaucoup trop lent pour pouvoir créer une crypto-monnaie en quelques semaines. Ouais. Alors entre-temps, du coup, il y a d'autres projets qui ont été lancés. Je pense par exemple à Facebook qui est ambassadeur, mais qui a tout ce réseau-là avec le Libra. Quelle est ta position là-dessus? Bonne ou mauvaise chose? Alors ma position, c'est Mark Zuckerberg a une super bonne idée. D'ailleurs, il met un Français, Marcus, à la tête de tout ça. Et il dit, OK, on va créer une crypto-monnaie. Ma réflexion est simple. 40% de mes utilisateurs n'ont pas d'argent pour acheter du contenu sur Facebook. Si Facebook développe sa monnaie, si on en fait gagner en regardant des pubs, par exemple, si on fournit de la Libra Coin à plein de gens, ils auront de l'argent pour acheter mes produits. Augmentation du chiffre d'affaires. Augmentation aussi des gens qui sont bancarisés, car beaucoup de gens n'ont pas accès à la banque. Et ça donne quand même beaucoup de solutions. Et donc, on va créer une crypto-monnaie qui va très rapidement devenir la plus grosse crypto-monnaie de la planète, parce que c'est Facebook. On ne parle pas d'un boulanger qui va mettre 3-4 personnes et une centaine de clients. Non, on parle de Facebook. Donc, 1 ou 2 milliards d'êtres humains sur la planète. Très rapidement, SEC, ting, 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 Security Exchange Commission. Mais attendez, mais si Zuckerberg il crée sa crypto-monnaie, Facebook demain, c'est la plus grosse banque de la planète. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça fait rire plus personne, ni les gouvernements. Les présidents sont blancs, ils sont pâles et tout le monde se dresse contre le projet. Ce qui fait que du coup, le projet a évolué et au lieu d'être une crypto-monnaie décentralisée et gérée par plein d'entreprises, parce que ces fameux, alors là, je vais vulgariser énormément, mais il faut des mineurs, il faut des masternodes, il faut des serveurs pour tenir à jour une blockchain. Pour que ce soit décentralisé, c'était PayPal, Uber, Visa qui allaient gérer tout ça. On la voit, la capitaliste army ou pas? Et donc là, on avait les plus gros gérants des planètes et des économies qui étaient vraiment bleus, d'accord? Et en face, on avait les plus gros capitalistes de la planète en mode « Ouh, là, il y a un coup à faire ». Bref, ce qui s'est passé, c'est que c'est la régulation qui a réussi à stopper Facebook et en leur disant « Si vous voulez faire ça, vous faites ça comme ça. Vous êtes transparent, vous devez nous rendre des comptes, blablabla, blablabla. » Bref, actuellement, le projet Libra de Facebook, ça ressemble plus à un PayPal qu'à une crypto-monnaie décentralisée. Mais Zuckerberg n'a pas donné le fin mot de l'histoire et n'oublions pas que ces génies ont toujours un coup de plus dans leur manche et on ne sait pas ce qui peut sortir à tout moment. Donc, il faut rester à l'affût, mais on est bien loin du projet de base Libra Coin. Ouais. Alors, rester à l'affût, justement, comment est-ce que toi, tu te tiens au courant sur toute l'actualité, le monde des cryptos et ainsi de suite? Comment est-ce que tu te formes? Alors,
Aujourd'hui, il y a peut-être 4% des Français qui utilisent de la crypto-monnaie. Je dois avoir un accès direct grâce à ma communauté à presque 20% d'entre eux. Donc, c'est colossal. Aujourd'hui, avec un réseau, la plus grosse chaîne YouTube mondiale qui parle de crypto-monnaie a 340 000 abonnés. J'en ai 170 000 rien qu'en France. Donc, pour le coup, je ne vais pas mentir, 170 000 paires d'oreilles, rien de mieux pour être à jour. On reçoit entre 500 et 1000 questions par jour sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat. Bref, on est vraiment hyper connectés. On a une équipe de 10 personnes qui répondent à tout le monde. Et là, je parle réseaux sociaux. Je ne parle pas entrepreneuriat, Just Mining et les autres entreprises. Donc, on est vraiment très à jour et surtout, on fait une veille permanente. Déjà parce que on se doit d'être à jour. Ça avance tellement vite, ça va de plus en plus vite. Donc, moi, je rate une semaine d'actualité, je ne suis plus à jour. Je ne sais plus c'est quoi le meilleur produit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas conseiller mes clients. Donc, mon métier m'oblige à être proche de cette veille permanente. En plus de ça, on travaille avec le régulateur, on avance avec le gouvernement, on avance également dans des associations qui viennent, notamment l'ADAN, l'ADAN, ça dépend comment vous l'appelez, mais on va essayer d'être vraiment partout, dans tous les groupes, dans toutes les espèces de réunions d'entrepreneurs, d'usagers, tout ça, de clients également, qui sont confrontés à ces problématiques. Et on s'est rendu compte qu'on est capé à la croissance du marché. En gros, le meilleur moyen que j'ai de me développer et de développer mes entreprises, c'est de vulgariser, d'expliquer, d'apprendre et tout simplement de faire de l'éducation en réalité. Et donc, en faisant de l'éducation, quand on veut apprendre aux gens, on doit être à jour sur son sujet. Et du coup, par définition, chacune de mes journées commence par une bonne demi-heure de lecture d'actualité, par exemple. Et forcément, le fait d'avoir tous nos contacts, dès qu'il y a un truc intéressant, on me le partage. On a un réseau qui fait qu'on est très connecté maintenant aux États-Unis, également en Asie. Je suis connecté depuis qu'il y a eu YouTube qui avait censuré quelques contenus crypto à tous les autres influenceurs. Donc, j'ai de très bons copains en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ce qui fait qu'on se rend compte qu'on a quand même chacun une actualité différente, mais dans notre WhatsApp le matin en se levant, on parle quand même tous de la même chose. Et c'est ça qui est drôle. C'est une technologie qui est très très loin, qui est très complexe, mais on est très très proche des valeurs humaines parce que le but c'est de décentraliser, de rendre transparent, démocratique tout ça. Et c'est incroyable de voir que quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son sexe, sa provenance, sa culture, quand on parle blockchain, quand on parle d'un bitcoin, eh bien, on parle bien de la même chose. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Alors ça, justement, c'est par rapport à la position spécifique grâce à Just Mining, grâce à ton positionnement aussi sur YouTube et ainsi de suite. Pour une personne qui souhaite se former sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Alors, déjà, pour mettre les pieds dans le plat, acheter un petit peu de crypto. Attention, quand je dis acheter un petit peu de crypto, c'est acheter 35 € de crypto-monnaie, essayer de l'envoyer sur un échange de crypto-monnaie pour échanger le bitcoin contre de l'Ether, comprendre la dynamique, adresse de réception, adresse d'envoi, les sécuriser dans un wallet, et puis limite, se les faire voler pour comprendre qu'il faut bien sécuriser et que c'est de l'argent. Dans la limite de 35 €, évidemment, je conseille à personne et je le souhaite à personne. Prendre l'usage, comprendre pourquoi c'est utile. Quand on aura envoyé 30 € de crypto-monnaie à son collègue un dimanche dans la nuit et que la transaction se sera faite en quelques minutes, on va se dire, OK, là déjà, il y a un truc, j'ai pas l'habitude, ça. Moi et mon monde Visa avec mes virements à 48-72 heures, découverte. Puis après, on utilise une crypto-monnaie qui, elle, est connue pour sa rapidité. Et là, on est encore plus surpris. Puis après, on joue à un jeu crypto, blockchain, où il n'y a pas de un jeu blockchain où il n'y a pas de crypto-monnaie. Et on comprend que la blockchain, c'est l'outil, c'est Internet. Internet, ça peut être un réseau social, mais le site Internet, ça peut être tout autre chose. Ça peut être un site de vente. Il faut comprendre qu'il y a différentes choses. Et le seul moyen, c'est de plonger dedans. J'ai fait un tutoriel de débutant sur ma chaîne Asher qui montre les bases, acheter ses premiers bitcoins, les échanger, les recevoir, les sécuriser. Et après, il faut plonger un peu sur Internet, il faut s'intéresser, il faut essayer de creuser qu'est-ce qu'une ICO, qu'est-ce qu'une AIO. C'est des mots qui sont barbares, mais en réalité, si on tombe sur une bonne vidéo avec quelqu'un de patient qui vous l'explique avec des mots que vous connaissez, c'est simplement évident. Il faut juste traduire le monde que l'on connaissait avant avec ce nouveau monde technologique. Et on se rend compte qu'il y a plein de mots barbares. Il y a beaucoup de gens comme moi qui parlent un peu trop vite et je m'en excuse. Mais globalement, si on prend le temps de se poser et qu'on se renseigne, au début, on ne comprend rien, mais dès qu'on comprend les 4-5 premiers mots, c'est très simple de comprendre les 2 autres qui arrivent après, puis les 5 autres, puis les 10 autres. Et au bout de 6 mois, on se dit, mais en fait, c'est totalement évident la façon dont ça fonctionne. C'est juste une nouvelle façon de faire qu'on ne connaissait pas. Et donc, il faut prendre les bases et commencer par le glossaire et un petit peu de patience. De ton côté, comment est-ce que tu fonctionnes ? Est-ce que tu es plus sur du swing ? Est-ce que tu es plus sur du hold, comme on disait, sur le long terme ? Alors, avec Just Mining, comme on est dans l'investissement technologique, on n'est pas sur du hold. On a une société qui fait ça. Descoin est un exchange qui achète, qui vend et qui conseille aux gens de conserver leur crypto-monnaie et même de faire du DCA, du dollar cost average, et donc d'acheter 50 € ou 100 € de bitcoin par mois, par exemple, et de les mettre de côté, de les oublier.
avec Just Mining, on est plus investir dans un logiciel ou dans une machine qui va générer de la crypto-monnaie. Donc, on ne peut pas trop dire qu'on va hold. Moi, j'ai un peu tous les postulats. Globalement, j'y crois sur le long terme. Ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que le Bitcoin sur une semaine, c'est du pile ou face. Le prix du Bitcoin, c'est un prix réel. Si les humains ont peur, il peut baisser. Si les humains prennent confiance, il peut monter. C'est pour ça que ça bouge autant. Parce qu'il y a peu de gens qui s'y intéressent. Le jour où il y aura la moitié de l'humanité, pour faire bouger le prix du Bitcoin, il faudra passer beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a tellement peu de monde, un milliardaire, il arrive, il en achète beaucoup, il va faire monter le prix. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas parce que c'est pas fiable, c'est parce que c'est très jeune, c'est fragile, c'est léger encore pour le moment. C'est vraiment tout petit. On est au début de ce qui peut arriver. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez acheter du Bitcoin et me demander est-ce que le prix va monter ou baisser sous 7 jours, je vais vous répondre d'une bêtise. Par contre, si vous me demandez, Owen, est-ce que la crypto-monnaie, tu y crois? Oui. Et est-ce que je pense vraiment qu'en achetant 4-5 des plus grosses crypto-monnaies et en les conservant pendant 4-5 ans, on va réaliser de la plus-value? Oui, c'est mon postulat aujourd'hui. Mais c'est à risque. Le Bitcoin pourrait très bien se faire détrôner. Un Facebook aurait pu mettre le Bitcoin dans le rétroviseur, même si en réalité, il aurait doublé Bitcoin en valeur, mais pas en valeur et en valeur fondamentale, dans le sens où le Bitcoin, on va dire le jeton de Facebook, n'aurait pas eu les mêmes valeurs décentralisées et transparentes que Bitcoin. Donc, il faut bien comparer ce qui est comparable, prendre le temps de faire tout ça. Et en réalité, je conseille un client en fonction de sa typologie. Il va m'appeler, il va me poser des questions, il va me dire ce qui l'intéresse, est-ce qu'il est frais, est-ce qu'il peut se permettre de perdre cet argent ou non. Et en fonction de toutes ces réponses, je vais lui dire, eh bien, écoutez, si moi j'étais vous, j'aurais fait ça. En attendant, c'est à vous de vous renseigner. Je viens de vous donner 3 mots que vous ne connaissez pas. Vous devez vous renseigner. Vous devez apprendre à mes côtés, car si vous ne comprenez pas ce que vous faites, une chose est certaine, vous êtes en train de jouer à un jeu de hasard et ce n'est pas intéressant. C'est vraiment ça que les gens doivent comprendre. Ils doivent tout simplement comprendre qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et apprendre avant de mettre de l'argent. Apprendre, tout simplement. À l'heure où on parle, juin 2020, le Bitcoin est à moins de 10 000 dollars. Certains experts le prévoient à plus de 100 000 en 2025. Est-ce que tu y crois? 2025, oui, 2025. La blockchain a 10 ans. 2025, c'est tout à fait jouable. Mais le truc qui est triste avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin peut très bien être à 100 000 dollars dans 12 mois. C'est possible. Ça dépend que d'un moment. Ça dépend de. Enfin, s'il y a une crise financière globale, les gens vont se retourner vers les 2 grandes solutions qu'a l'humanité à l'heure actuelle, les métaux précieux, peut-être Rolls-Royce, on ne sait pas. Et à côté de ça, on va aller chercher une technologie qui a été créée parce qu'on n'avait plus confiance au système. Bitcoin, par exemple. Et à l'inverse de ça, le système bancaire peut très bien fonctionner, Bitcoin peut se développer beaucoup plus lentement et il peut prendre 5 ou 10 ans à venir toucher les 100 000 dollars. C'est de la spéculation. Ça va dépendre de ce qui va arriver. Avec des si, on refait le monde. Alors oui, en répondant à est-ce que le Bitcoin peut toucher les 100 000 dollars en 2025? Avec plusieurs si, bien sûr. Même l'Ether d'ailleurs. Ouais. Mais le but, ça va vraiment être de comprendre pourquoi et si oui, comment il va les toucher. Et ça, le seul moyen d'essayer de l'envisager, c'est de suivre l'actualité, de se tenir à jour et tout simplement d'être informé sur ce qui est en train de se passer et surtout de comprendre pourquoi c'est révolutionnaire. C'est bien beau de dire particulier à particulier, mais c'est ça le truc fou. Ça fonctionne sans personne. 24 heures sur 24, week-end et jours fériés. Ça ne s'arrête pas. C'est un système détenu par les gens, pour les utilisateurs et pour les gens qui le développent. C'est vraiment totalement démocratique. J'avais jamais vu un truc comme ça avant. Est-ce que tu vois des projets crypto d'avenir? Alors, tu as eu l'occasion d'en parler, de parler de quelques-uns sur ta chaîne. Bon, il y en a plusieurs forcément. Lesquels est-ce que tu suis principalement? C'est pas un conseil en investissement et bien surtout, je ne donne pas de crypto d'avenir parce qu'on vient tout le temps chercher ma responsabilité. Je vais parler de projets que j'aime beaucoup et que j'ai présentés sur ma chaîne parce que je les trouve techniquement différents et à fort potentiel. Encore une fois, c'est des startups, c'est des jeunes entreprises. Et on sait que les startups, il y en a beaucoup qui ne voient pas le jour. Mais en attendant, elles ont des vraies solutions, un vrai potentiel et elles peuvent performer. Ben là, récemment, j'ai présenté Elrond, qui pour le coup est un bon exemple de trader, puisqu'en 7 jours, il a pris 85% de hausse. C'est l'un de mes gros succès d'ailleurs sur ma chaîne. Elrond, c'est une technologie vraiment scalable. Le réseau Visa gère 5000 transactions par seconde. Le réseau Bitcoin, 3 à 6 transactions par seconde. Elrond est déjà monté jusqu'à 65 000. Donc, ils ont l'une des premières blockchains qu'on peut dire scalable à l'échelle de l'humain, tout simplement. Parce qu'actuellement, Bitcoin, là, maintenant, tout de suite, sauf si on utilise certaines surcouches logicielles, bref, le Bitcoin de base que l'on connaît, il ne peut pas gérer autant de transactions que Visa, même s'il y a des solutions qui sont arrivées. Noia, c'est un projet qui veut, on va dire, changer la dimension d'Internet.
À l'heure actuelle, je regarde une vidéo sur YouTube. Si elle est stockée aux États-Unis dans un serveur, je vais traverser toute la planète pour aller chercher cette vidéo. Alors qu'en réalité, mon voisin là, sur son serveur Noia, à côté de chez moi, je peux aller le chercher chez lui beaucoup plus rapidement. Et au lieu de payer des serveurs, YouTube va rémunérer mon voisin parce qu'il leur a fait gagner de l'argent. Je n'ai pas utilisé toute la supply mondiale d'Internet pour aller chercher la vidéo là-haut. Et mon collègue, lui, va recevoir des tokens Noia parce qu'il m'a donné à disposition son contenu. C'est un autre exemple. Il y a Ether, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment une solution qui apporte beaucoup Ether, on va revenir sur les smart contracts. Ether, c'est la première crypto-monnaie qui a poussé en hauteur le smart contract. Le smart contract, c'est comme une petite disquette d'intelligence dans une blockchain. Et on lui dit, regarde, toi, par exemple, tu es connecté à tous les aéroports de la planète. Tu connais également toutes les personnes qui ont payé une assurance dans cette entreprise, une assurance retard de vol. Et instantanément, si un vol est en retard, le smart contract s'active. Il regarde tous les êtres humains de l'assurance. Est-ce qu'il y avait un de ces êtres humains sur le vol? Si oui, est-ce qu'il avait souscrit l'assurance? Si oui, remboursement de 50% de son billet. Ça, c'est un smart contract. C'est en gros un petit mécanisme qui va fonctionner avec des si, sinon, et qui va pouvoir faire des actions. Si l'avion est en retard, sinon, je ne fais rien. Si oui, est-ce qu'il y a quelqu'un dessus dans la liste que j'ai? S'il est dans la liste, est-ce qu'il a payé l'assurance? Oui, alors je le rembourse. On n'est même pas monté dans l'avion qu'on s'est déjà fait rembourser. Voici un exemple de smart contract. C'est des automatismes. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ces dernières années? Alors, pas sur la blockchain. J'en ai qui m'ont marqué, évidemment. The Crypto MBA, il est en anglais, mais il est incroyable sur la blockchain. Il y a Bitcoin Standard, qui est vraiment, vraiment génial. Il est en anglais aussi. En français, il y a Bitcoin, la monnaie acéphale, de deux collègues que je connais qui sont vraiment, vraiment. C'est un livre vraiment incroyable. Mais le livre qui m'a marqué, moi, personnellement, après, rappelons que j'ai quand même que 23 ans, donc je suis encore en train de me construire, ça va être, ou j'allais dire Bitcoin encore, c'est Factfulness. C'est vraiment un livre qui m'a fait prendre conscience de plein de choses à l'échelle de la vie en général, des responsabilités de l'humain, de notre travail, et de tout ce qu'on entend dans les médias, de ce qu'il faut, de tout ce sur quoi il faut se recentrer pour être efficace et intelligent, en gros. Et ça m'a vraiment fait grandir. Donc, j'aime bien en parler dans les podcasts. C'est lui que je cite, même si j'ai parlé beaucoup de blockchain. C'est vraiment très générique. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir et j'aimerais le partager à d'autres personnes qui ont envie d'apprendre. Ok. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans? Je m'interdis le achète du Bitcoin, évidemment. Parce que sinon, c'est trop simple. Je m'interdis également de parier sur certains clubs de football en leader de championnat, hein, sinon ce serait trop simple. Vraiment, il y a quel âge? Il y a 10 ans? Il y a 10 ans, ouais. J'aurais aimé me faire comprendre et il y a des choses que j'ai compris tout seul, notamment la rigueur que j'avais en cours, que j'avais pas quand j'étais plus jeune. J'ai mis du temps à le comprendre. À 10 ans, à l'âge de 13 ans, franchement, il fallait pas venir me parler. Hein. J'étais comme tous les jeunes de 13 ans, je comprenais rien. Mais obstine-toi, continue et apprécie l'échec. J'ai mis beaucoup de temps. C'était tabou, j'en avais honte, j'avais ci, j'avais là. Et en fait, c'est tous mes petits échecs. Créer une chaîne YouTube, j'y ai pas réussi. Un serveur de jeux vidéo, ça n'a pas bien marché. J'ai créé un compte PayPal pour faire un petit business, j'ai pas réussi. J'ai dû rembourser de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Apprécie ces moments d'échec. Parce qu'en réalité, la meilleure ligne sur ton CV, gamin, c'est ton échec. Et plus tu en as, plus tu t'es ramassé sur le sol. Et surtout, plus tu as augmenté, ta capacité de travail, quel que soit le sujet, plus tu es capable de bosser beaucoup. Et surtout, plus tu es capable de te prendre une grosse pression, un gros échec, sans jamais que ça te freine, en te disant ça fait partie du jeu, j'ai pris des risques, j'assume. Maintenant, pourquoi j'ai échoué? A, B, C, D, ok, je le sais, je recommence, mais différemment. Car comme dirait Einstein, être bête, c'est faire les mêmes choses sans changer aucun paramètre. Tomber sur un échec et recommencer la même chose, faire les mêmes échecs, faire les mêmes erreurs et retomber sur le même échec. Apprendre encore et encore. Et par définition, c'est quand même ceux qui essayent le plus de choses qui, à la fin, ont plus de réussite. Parce qu'ils ont augmenté l'occurrence et qu'ils ont appris encore et encore. Complètement. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier message à faire passer sur des actualités que tu peux avoir en ce moment, sur certaines choses qui te viennent en tête? Pas particulièrement. J'aimerais donner une petite valeur qui m'avait bien plu, une image que j'avais eue qui m'avait encore plus motivé sur la blockchain. Dire que c'est un algorithme, c'est un peu léger. Est-ce que tu connais la différence, et c'est à toi que je te pose la question du coup, entre un GPS, d'accord, traditionnel, et Waze? Tu connais Waze? Ouais. Est-ce que tu connais la différence? Le fait que ce soit collaboratif? Tout à fait.
En réalité, un GPS, c'est un algorithme. Vous êtes là, vous voulez aller là, ok, voici le chemin le plus court. Ça, c'est un algorithme. La blockchain, c'est pas ça. La blockchain, c'est plus comme Waze. C'est un androrithme. C'est-à-dire que c'est un algorithme, oui, mais qui est alimenté, mis à jour et qui a en quelque sorte de l'intelligence humaine à chaque seconde. Car c'est les gens qui le mettent à jour en permanence. Eh bien, la blockchain, c'est ça. C'est la puissance et l'efficacité d'un algorithme, mais avec de l'intelligence humaine à foison. Et c'est ce qui la rend performante. Et c'est sur cette phrase-là que j'aimerais laisser des gens qui se demandent si ce soir, ils vont s'intéresser au sujet. Parce que si vous ne vous intéressez pas au sujet, tôt ou tard, vous n'aurez pas le choix. Et vous allez commencer à l'utiliser sans même le comprendre, et c'est dommage. Un beau mot de la fin. Merci en tout cas pour ton dynamisme, pour tes conseils. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À bientôt. Un gros plaisir. Au revoir.